Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus à cette conférence Circle. Nous allons aujourd'hui vous parler de prothèses amovibles numériques et en quoi l'IA peut-elle nous aider dans la conception de ces prothèses amovibles. Nous serons trois intervenants aujourd'hui. Donc, Dr Nicolas Piton, qui est docteur et chirurgien dentiste et expert digital chez Circle. Christophe Sirex, président du laboratoire Fox 3D et directeur CFAO chez Circle, et moi-même, cofondateur du Anatoscope, qui est une startup qui a travaillé et qui travaille encore avec Circle, et directeur technologie et innovation chez Circle. Nous allons orienter cette conférence sur trois thèmes. D'abord, Nicolas va parler des expériences, des réflexions et des besoins qui ont amené à la conception des logiciels qu'on a développés chez Circle pour la conception de prothèses amovibles. Ensuite, moi, je parlerai des technologies qui sont derrière ces logiciels, comment ça fonctionne, comment ça permet, grâce à de l'IA, de la simulation biomécanique, d'aider à la conception des prothèses amovibles. Et Christophe terminera par des cas cliniques, des modélisations et des explications de comment il utilise les logiciels, l'intelligence artificielle, la simulation biomécanique pour la conception de prothèses. Je laisse démarrer Nicolas pour cette première partie. Non, je ne sais pas. Oui, on m'entend. Alors, bonjour. Donc, je suis chirurgien dentiste. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chirurgiens dentistes dans la salle. Ouais. Super. Donc, en fait, j'ai fait pas mal de dentisterie digitale, comme on appelle. Et on m'a mis une caméra intraorale dans les mains. Et en fait, vite, je me suis aperçu que l'essentiel du résultat, pour qu'il soit optimal, c'est une bonne préparation de l'équipe et du patient. En fait, c'est maîtriser l'outil. Comme d'habitude, notre expertise, c'est nos outils, notre environnement et sa maîtrise pour que tout se passe bien. Donc, il faut bien préparer l'équipe, il faut bien préparer les outils qu'on va utiliser, donc il faut se former, il faut contrôler, il faut préparer le patient, mais ça, c'est notre cœur de métier, donc on sait faire. Et comment on arrive à amener une nouvelle technologie dans l'environnement patient et cabinet avec notre assistante, etc. Il s'avère qu'en fait, l'empreinte optique a un challenge particulier, c'est aborder les tissus mous. Et la prothèse amovible, c'est vraiment le point de bloquant en empreinte optique. Et historiquement, c'est un peu la prothèse qui n'est pas trop aimée par notre profession. On en a peur, on n'aime pas trop les doléances, etc. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une opportunité super pour les patients et pour nous au quotidien pour consolider et améliorer l'élaboration et la production des prothèses, tout en diminuant les doléances du patient. En fait, dans l'empreinte optique, il y a une zone d'influence qui nous appartient, c'est la manipulation et les aspects cliniques du patient. Et il y a une zone d'influence qu'on ne maîtrise pas, c'est celle des fabricants, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu ça comme formation primaire à l'université, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'en servir. On a un jour un fabricant ou un industriel ou un prothésiste qui vient nous voir et qui nous dit tiens, essaye ça, c'est super, c'est génial, tu verras. C'est un peu, comment dire, on sait que ça existe, mais on nous a jamais, on s'est jamais présenté. Donc la nouvelle génération, peut-être ça arrivera. Je vois qu'il y a des jeunes dans la salle, peut-être ils ont des formations initiales maintenant avec les empreintes optiques, j'ose l'espérer. Mais en fait, en gros, on est dans un cabinet, tout roule bien, et puis on nous balance cet instrument, on ne sait pas trop quoi en faire, on dit tu peux faire une couronne, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et moi, je suis allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je suis allé jusqu'au fait que finalement, je pouvais faire un patient en 2 rendez-vous. Et donc, j'ai laissé un peu cette vidéo-là, qui est assez ancienne, et vous voyez que je fais, je refais, je refais. Et c'est un cas assez complexe, parce qu'il y a 2 dents, je vous expliquerai après pourquoi c'est complexe, et il y a des crêtes édentées qui sont très résorbées. Donc c'est vraiment la zone d'inconfort totale sur l'empreinte optique. Ceux qui ont fait l'empreinte optique savent de quoi je parle. Bon, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui nous aide. On va voir que plus ou moins, Fred vous fera un brief très rapide avec ses connaissances. Et vous verrez que bon, c'est bien, mais c'est quand même mieux d'avoir la bonne image dès le départ. Et de se faire confiance, et surtout pour se faire confiance, il faut connaître un peu la technologie et de quoi on parle. Vaut mieux perdre un temps au niveau du rendez-vous pour la prise d'empreinte, vous en gagnerez sur le nombre de rendez-vous. Donc finalement, vous gagnez largement le temps perdu. Il faut mieux perdre 5 minutes à prendre une bonne empreinte que d'aller vite, et vous perdez un nombre de rendez-vous, vous êtes obligé de revoir le patient, etc. Donc gardez ça bien en tête, en tout cas. Pour savoir si on peut aborder ou pas, parce qu'il y a une courbe de progression, il y a une courbe d'apprentissage.
Alors, je vous ai mis un petit cas extrême sympathique, mais c'est vraiment réel et je l'ai vraiment fait. Et ça s'est vraiment très bien passé. Il faut appréhender la difficulté du cas clinique. Donc, il faut analyser la situation clinique, mais particulièrement sous l'axe de qu'est-ce que c'est une empreinte optique et où est-ce que mon empreinte optique et mon scanner intraoral va être en difficulté. Donc, les tissus mous, ça fait partie, par exemple, d'une difficulté majeure, parce que ça bouge, parce que ça brille, parce qu'il y a de la salive. Est-ce qu'il y a un calage occlusal facile ou pas? Est-ce que votre patient est stabilisé ou pas? Est-ce qu'il y a une mobilité dentaire? Alors ça, c'est assez particulier. Le petit cas clinique avec la petite vidéo, si vous arrivez avec votre pâte dentaire, avec votre alginate et votre petite porte-empreinte, bah, là, les dents, elles partent avec. Forcément, il va y avoir un problème. Avec l'empreinte optique, vous avez juste besoin de passer et de faire en sorte que les dents ne bougent pas trop. De toute façon, vous allez l'extraire. Et il n'empêche que vous avez les zones d'appui primaires, vous avez les zones d'appui secondaires, vous avez les zones de réflexion muqueuse qui sont possibles à prendre. Donc vous avez déjà 90% du boulot de fait. Sachant que c'est un provisoire, vous améliorez après. Il y a aussi la hauteur et les malpositions dentaires, parce que ça, c'est des difficultés d'optique, des problèmes de focale, et des problèmes de malformation. Ça, c'est inhérent, c'est des malformations osseuses, par exemple, un palais très profond, très étroit, etc. Et des problèmes d'accessibilité de la bouche avec un problème d'ouverture buccale. Là, la patiente, c'était un cas à la faculté où il y avait qu'1 centimètre d'ouverture buccale et on a réussi à le faire quand même. Et ça a permis à la dame de pouvoir avoir une vie sociale. Dans l'acquisition des données en prothèse adjointe, ce qui est formidable dans le monde digital, c'est qu'on peut mixer les données. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire une empreinte optique que vous n'arrivez pas à faire de numérique. Vous pouvez très bien faire une empreinte à la GINAT, vous pouvez très bien faire une empreinte, par exemple, pour avoir la viabilité tissulaire si vous êtes plus à l'aise avec ça, mais vous pouvez le scanner. Avant, on avait les scanners de table, maintenant, le scanner intra-oraux permet de pallier à cette difficulté. Donc, vous pouvez faire intra-oral, extra-oral, grosso modo, et avoir la possibilité de compiler les données. Là, on voit par exemple un complet qui est vraiment en sous-extension avec un alginate et qui permet en fait de pouvoir mixer les deux et de ramener tout dans le même univers. Il faut bien comprendre que l'univers de la 3D ne fait pas de distinguo entre la prothèse fixe, la prothèse adjointe, la prothèse sur implant, etc., etc. Vous êtes dans le même monde. Donc, vous êtes dans le même monde et vous avez des nouvelles données aussi. Quand un patient arrive, c'est plein de données un patient. C'est extraordinaire en fait. Il arrive avec une situation clinique, avec ses prothèses, que vous pouvez enregistrer, que vous pouvez transmettre à votre prothésiste pour avoir une base de départ. C'est-à-dire qu'on garde ce qu'il y a de bon et on l'améliore. Typiquement, la petite dame que vous avez, que vous croisez souvent, qui arrive avec son complet et dit « Docteur, je suis bien, mais je voudrais exactement le même. » Voilà, il ne tient plus mon complet, mais je voudrais exactement le même. Ben, c'est possible. On appelle le fameux copie denture, en fait. Mais c'est plus qu'une denture, en fait. C'est un modèle de travail, c'est un montage directeur, c'est une base d'occlusion, c'est une esthétique, c'est une fonctionnalité, c'est une phonation, et tout ça on peut le transmettre. C'est-à-dire que vous avez un cadre que vous allez donner au prothésiste, et le prothésiste va travailler dans ce cadre. Donc Christophe vous dira, finalement, c'est vraiment une grande aide. Et donc on a un résultat un peu plus prédictible, et un peu plus proche de la demande du patient. Donc ça diminue le nombre de doléances potentielles futures. Dans l'acquisition des données, avec toutes les problématiques qu'on a au niveau de la difficulté clinique, en fait, toute difficulté clinique rendent des difficultés au niveau de l'acquisition des données et introduisent des erreurs et des biais. Mais le problème, c'est que par rapport aux empreintes physico-chimiques, on a l'habitude d'analyser les données, on n'a pas eu cette culture de la 3D, on n'a pas eu cette culture d'erreurs géométriques, et des choses qui nous paraissent bonnes à l'écran, en fait, quand on grossit, nous paraissent mauvaises. Je vous ai donné comme exemple, par exemple, sur ce visage, on a l'impression que le scan 3D du visage est bon, et quand on fait une analyse automatique des défauts géométriques, dans un logiciel openware, enfin, un peu open source, on s'aperçoit qu'il y a plein de défauts. Et quand on fait une correction automatique, on perd de la donnée. Mais nous, on ne veut pas perdre la donnée. Donc, qui est-ce qui va arbitrer là-dessus? Peut-être l'IA peut nous aider, peut-être Circle peut nous aider là-dessus. Donc, en fait, à chaque problématique, on a toujours une solution pour peu qu'on puisse énoncer la problématique à des gens comme Frédéric, comme François, plein de monde, qui ont des solutions à une problématique donnée clinique que nous, en fait, on a, mais on ne sait pas l'interpréter forcément. C'est un peu ça qui est compliqué en ce moment avec le digital. On peut mettre de l'intelligence artificielle, mais pas n'importe comment et pas n'importe où. Donc on a souvent, dans l'empreinte optique, des difficultés techniques avec des facteurs techniques qui sont liés au hardware, c'est-à-dire à l'acquisition des données. Quel est l'instrument, l'optique, le miroir, est-ce que c'est bien calibré, est-ce que c'est la bonne technologie? L'encombrement, par exemple, juste l'accès tout bête et méchant. Est-ce que je peux aller? Est-ce que ma caméra n'est pas trop grosse pour que j'aille chercher, par exemple, la zone rétromolaire, sublinguale, etc., etc. Parce que nous, on a l'habitude d'aller chercher des zones anatomiques en adjointe qui ne sont pas forcément anticipées en fixe, historiquement en chairside, parce que c'était que de la fixe, que des éléments assez simples.
Ça, c'est des choses qui arrivent maintenant. On sait que c'est faisable, on voudrait le faire, mais c'est pas toujours faisable techniquement. Et puis, on a les facteurs cliniques, mais ça, on le connaît très bien, c'est notre zone de confort. On sait appréhender maintenant les difficultés techniques, et le but du jeu, c'est de pouvoir allier les deux, c'est-à-dire anticiper les difficultés techniques en fonction des facteurs cliniques qu'on a en face. Est-ce qu'on va pouvoir, avec nos armes, gérer ce cas ou pas? Donc, ça évite de perdre du temps et d'être contre-productif. Donc, dans l'acquisition des données, je vais être assez simple dans les points qui sont importants à gérer et des pièges un peu de la 3D, mais c'est vraiment, le but n'est pas de vous montrer, super, c'est génial, c'est de vous montrer des axes sur lesquels des notions simples sur lesquelles il ne faut pas transiger. Donc le calage occlusal, en fait, il faut savoir qu'en numérique, il n'y a pas de notion de gravité. Donc en fait, c'est une position d'un fichier par rapport à un autre. Et cette position, est-ce qu'on a la possibilité de la fixer? C'est-à-dire, est-ce que le patient peut la caler, la garder pendant le temps où on fait l'acquisition des données? Une fois que cette acquisition des données est faite, le temps est figé. C'est-à-dire que la mise en articulateur, elle est faite automatiquement et on peut la contrôler automatiquement. Donc, les données qu'on a, on peut les vérifier. Donc, on a des difficultés là-dessus. Est-ce qu'il y a des dents? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des prothèses? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on a besoin d'une base d'occlusion ou pas? Comment on peut le faire? Etc. Donc, il faut toujours garder en tête que ça sera toujours nous, les maîtres à bord. On connaît notre métier, mais comment on le transmet? Donc, il faut toujours s'attacher à la position de référence, qui est très importante parce que ça permet de caler les choses, et la dimension verticale. Pareil, il faut savoir gérer tout ça. Ça, c'est immuable, et ça, on connaît très bien. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de quelque chose qu'on a développé chez Circle. C'est, voilà, typiquement la problématique de ce qui se passe dans l'univers de la 3D dont vous n'avez pas forcément conscience, parce que dans le monde réel, ça n'existe pas, des objets ne se traversent pas. À part certaines bizarreries de la physique, il y a des fluides qui peuvent traverser, mais c'est exceptionnel. Mais grosso modo, ici, on a pris en compte les objets en tant que tels, et on a géré les conflits. Et en fait, il y a un peu de biomécanique aussi, donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais il faut rendre ça simple. Donc, en fait, là, on a répondu à une problématique où on voit que les objets, finalement, on peut enregistrer une position entre deux objets, mais cette position peut être potentiellement erronée. Parce que la 3D permet parfois que les objets s'interpénètrent. Et il y a plein de solutions dans le monde qui essaient de gérer ça, mais c'est pas toujours, c'est pas super. Voilà. Donc on a des solutions beaucoup plus. Ensuite, on a des nouvelles données qui sont arrivées. Et alors là, c'est des données un peu plus sensibles, donc c'est un peu plus complexe à gérer. Moi, j'en ai fait partie. Mon premier cas, je l'ai fait. Ça m'a demandé 2 jours de calcul. C'était avec un appareil photo et un logiciel qui s'appelait Photoscan, utilisé pour les drones, pour faire des photogrammétries. Et j'avais enfin mon visage pour le placer, etc. Donc, c'est un moment de recherche, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'on en fera après? Ça, c'est une autre histoire. Mais ces données sensibles, il ne faut pas les transférer n'importe comment. C'est-à-dire que, ok, un scan on a tous utilisé WeTransfer, hein. Oui, envoie-moi ça par WeTransfer, oui, envoie-moi ça par WhatsApp, etc. Il faut savoir que ce n'est pas compatible RGPD. Alors d'autant plus un scan de visage, il faut faire très attention parce que vous ne savez pas où ça va. Dans quel cloud ça va, pourquoi faire. Donc tout ça, il faut faire attention parce que nous, en tant que dentiste, on est responsable des données du patient, des données du patient. Qu'on envoie une arcade, bon, on ne peut pas identifier les gens comme ça, mais un visage, attention. Hein. Faites très attention, même sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. C'est-à-dire, vous faites des choses dont vous n'avez pas conscience. Faites attention, on a des réglementations, on est responsable des données cliniques du patient. Voilà. Alors, en fait, une fois qu'on a fait toutes ces données-là, on a bien travaillé, il faut pouvoir les compiler. Alors là, je me suis mis un peu en scène pour ça. Mais grosso modo, avant, pour caler toutes ces données, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Moi, j'ai passé des heures et des heures sur des logiciels tiers pour essayer d'arriver à avoir un résultat et puis transférer au prothésiste pour qu'on puisse travailler avec tout ce qu'il faut. Donc, pour gérer tout ça, toutes ces données, il faut pouvoir les ranger, les classer et surtout les compiler les unes avec les autres. Donc, vous l'aurez compris que le numérique appliqué au dentaire, c'est une somme d'incertitudes. Hein. Quand on est en cabinet, je ne sais pas pour vous, mais moi je vois les nouveautés, les nouveaux matériaux, les nouvelles manières de fabriquer, les nouvelles technologies. Je suis toujours un peu de réserve parce que je me dis ma mécanique est bien huilée, ça marche super bien, je soigne super bien le patient, mais j'espère que ça va pas tout foutre par terre. Exemple, on parle beaucoup d'IA ici, on a un salon sur l'IA, et l'IA c'est un peu nébuleux, c'est un peu partout, c'est partout et nulle part. Ça peut être le patient qui a fait un chat GPT et qui en sait plus que vous. Enfin, qui croit savoir plus que vous. Parce que c'est argumenté, mais pas d'en parler.
Mais grosso modo, toute cette belle mécanique peut être perturbée, soit bien huilée, soit ça se transforme en huile et ça va mieux, soit c'est du sable et ça va tout casser. Il faut faire très attention et bien garder la tête froide avec ces nouvelles technologies, bien l'appréhender et surtout bien se former et se renseigner. Faites-vous confiance. Donc, la constatation qu'on s'est faite dans tout ça, on s'est tous rencontrés et puis bizarrement, on en est tous arrivés au même point et à la même constatation, c'est que pour développer le numérique, il faut avoir une vision globale. C'est-à-dire qu'à chaque étape du cycle de la vie d'un cabinet et d'une prothèse, par exemple, il peut y avoir des problématiques. Et à chaque problématique, il peut y avoir une solution. Et pour avoir une réponse à ces solutions, il faut bien poser le problème. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis on a travaillé avec d'autres personnes, on s'est ouvert à d'autres sciences académiques, comme la biomécanique, comme les mathématiques. Et on s'est rencontrés, on s'est dit tiens, et si on travaillait ensemble, bah tiens, j'ai une solution pour ci, tiens, j'ai une solution pour ça. Et puis après, on se recouvre un peu avec les finances des industries, parce que pour vivre et pour développer, bah, il faut des sous. Et on a réussi à fonder un environnement qui s'appelle Circle. Donc on est parti du principe que chez le dentiste, ça doit être simple. Chez le prothésiste, ça doit être simple. C'est-à-dire, je parlais avec un collègue, il appelait ça la simplexification. C'est rendre simple la complexité. Le but du jeu, nous, notre but, c'est pas d'être expert dans le numérique, c'est pas d'être expert dans la 3D, dans le design de la 3D, etc. Notre but, c'est de soigner un patient. Le prothésiste, le but, c'est de faire de la prothèse. De faire quelque chose qui soit correct et qui soit méthode dans la bouche d'un patient. Donc, côté dentiste, ce qui va se passer, c'est qu'on va surtout s'attacher à avoir un bon enregistrement des données et puis surtout bien les ranger. Et il y a une importance là-dedans, on appelle ça la normalisation des données. Donc, on a fait une interface de commande parce que le tuyau, les données doivent être protégées dès la sortie du cabinet. Donc, il faut forcément un point d'entrée chez nous. Et ce point d'entrée, c'est une interface. Et ben, dans cette interface-là, on va commander, on va dire qu'est-ce qu'on veut. On va créer ce dossier patient, on va créer ce qu'on veut. On va dire, voilà, par exemple, je veux faire un complet avec un partiel du bas. Je veux caractériser, je veux renseigner le numéro des dents, est-ce qu'elles sont absentes, est-ce qu'elles ne sont pas absentes. Pour programmer des choses derrière. On va choisir la teinte, on va choisir plein de choses qu'on fait tous les jours. Et comme dit mon assistante Florence, elle a dit, oh là là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de clics dans cette histoire parce que moi, je ne m'y retrouve pas. Il faut que ça soit simple. Et pour être simple, il faut être compréhensible. Pour être compréhensible, on a pondu, entre guillemets, on a créé des scénarios, des protocoles. Et vous verrez que vous serez aidé pour savoir si vous n'oubliez pas des fichiers. Parce que parfois, on a une quinzaine de fichiers pour un cas, alors qu'on n'en a pas besoin, il y a besoin de 3-4 fichiers. Trop d'infos tue l'info, comme on dit. Ce qu'il faut, c'est la bonne info au bon moment. Et qu'elle soit bien rangée et bien labellisée. Donc, comment elle s'appelle? Parce que quand on sait comment elle s'appelle, on sait comment l'utiliser. Donc, tout se passe ici, par exemple. Vous chargez vos dossiers, vous les labellisez, vous regardez si vous avez bien tout ce qu'il faut pour faire ce cas, ce dont vous avez besoin, est-ce qu'il vous manque rien. Vous choisissez votre date, vous mettez vos petits commentaires et vous envoyez. Donc déjà, vous savez qu'en rentrant dans le tuyau Circle, vous avez déjà tout rangé, tout normé et tout est protégé sur le cloud. Et après, on va pouvoir utiliser ces données et Frédéric va vous faire un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec toutes ces données dans une approche strictement numérique. Et on va parler de jumeaux numériques surtout. Merci Nico. Je vais garder ça. Alors maintenant, moi je veux parler de technologie. Je veux parler de la technologie qui est intégrée dans les solutions Circle. On va ici parler de jumeaux numériques, on va parler d'intelligence artificielle, de simulation biomécanique. Nicolas a parlé de normalisation des données. Ces données, elles sont essentielles pour pouvoir les utiliser de manière efficace avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de simulation, dans le domaine de la dentisterie, dans le domaine spécifique de la dentisterie. Alors, ces données, en fait, chez nous, elles nous permettent de créer des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, vous en avez déjà dans les outils que vous pouvez voir sur le salon. Et bien souvent, ce sont des données, en fait, qui sont multimodales, qu'on va fusionner entre elles, mais qui vont rester, entre guillemets, statiques, qui vont servir à faire des objets statiques. Typiquement des guides chirurgicaux, des aligneurs, des prothèses aussi, mais on ne va pas penser ces prothèses avec le monde extérieur. Nous, ce qu'on appelle le monde extérieur, ça va être l'antagoniste, la prothèse qui est en collision avec la partie non traitée pour le patient.
Et cette interaction avec le monde extérieur, elle est importante pour comprendre comment la prothèse va se configurer, se conformer dans la bouche du patient. Et chez Circle, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est faire des logiciels qui prennent en considération la prothèse dans son environnement, dans la bouche du patient. Donc là, il y a une petite slide qui est un peu vieille chez nous, qui est en fait historique, qui correspond en fait à la collaboration qu'on a pu avoir avec la société Anatoscope, qui est une société qui est issue de la recherche académique française, avec 10 années de recherche CNRS INRIA sur la création de jumeaux numériques issus d'anatomie humaine. L'idée ici, dans la technologie qu'on utilise dans les logiciels Circle, c'est qu'on part d'un modèle générique de l'anatomie humaine, et ce modèle générique, on va en faire un jumeau numérique, on va dire, avancé, à partir de données partielles. Donc, par exemple, la petite vidéo qui est ici, on a un modèle générique de l'anatomie qui va se transformer et s'adapter par rapport à une donnée partielle. Donc là, c'est la statue de David. Le squelette va se déformer, et en se déformant, il va apporter toute l'anatomie sous-jacente avec. Donc ça veut dire de quelques données partielles. Dans le dentaire, ça va être le scan de la bouche, le visage, le squelette. On va apporter les muscles, les ligaments, les tendons, par exemple, et qui vont pouvoir servir ensuite à pouvoir faire des simulations avancées et aider à la conception de prothèses. Là, c'est des prothèses orthopédiques, par exemple, ou dentaires. Si je prends un cas dentaire, justement, là, on a juste le scan du patient et l'anatomie va se conformer juste à partir des dents. On va adapter les dents du modèle générique sur le patient, mais le squelette va suivre, avec les ligaments, les tendons, les muscles, etc. Donc on va avoir une anatomie complète. Et cette anatomie, l'avantage, c'est que nous, on la connaît. On sait où sont les dents, on sait où sont les cuspides, on sait où sont les tendons, les ligaments. Et donc on va pouvoir l'utiliser pour faire de la simulation biomécanique et en tout cas adapter au mieux la prothèse par rapport à cette connaissance anatomique du patient avancée. On peut avoir aussi une anatomie où en fait il n'y a pas toutes les dents. Donc on va adapter le modèle en fonction du manque, par exemple, de parties anatomiques. Pourquoi cette approche? Cette approche, elle a vocation à pouvoir en fait comprendre, analyser et concevoir et personnaliser une prothèse comme on pourrait le faire dans le domaine industriel, par exemple en aéronautique. On n'imagine pas concevoir un avion sans avoir simulé le train d'atterrissage. C'est un peu l'idée ici. On veut pouvoir concevoir une prothèse en ayant tous les éléments, on va dire, technologiques permettant de concevoir cette prothèse en la prenant dans son environnement d'utilisation, la bouche du patient. La problématique, c'est qu'on ne va pas pouvoir simuler une prothèse comme on simule une pièce aéronautique sur plusieurs heures de calcul. Il va falloir que ça soit dans un temps clinique, dans un temps qui permet aux praticiens, aux dentistes, aux prothésistes, de pouvoir rapidement avoir une proposition, une analyse et une validation de la prothèse. Donc là, cette vidéo, en fait, elle a pour but de montrer qu'on peut faire de la simulation dynamique très rapide, complexe, dans des tissus mous qui se déforment avec un instrument chirurgical. C'est un peu la même technologie qu'on a développée historiquement chez Anatoscope et qui a été utilisée chez Circle. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de montrer un peu ce qu'il y a derrière le décor, en fait. Voilà. Entre ce qu'on voit qui est joli, le côté visuel, derrière, il y a de la simulation, il y a des calculs mathématiques, de la biomécanique, qui en fait permettent de pouvoir donner un résultat rapide et interactif pour l'utilisateur. Et ça, c'est une sorte d'IA, en fait. C'est qu'en fait, l'IA, il y a différents types d'IA, mais le fait de pouvoir de simuler en temps réel des choses très complexes, c'est une sorte d'intelligence qui va servir à accompagner le praticien dans sa pratique. Alors en parlant d'IA, justement, chez Circle, on utilise deux types d'IA. On va dire qu'il y a l'IA neuronale et l'IA procédurale. L'IA neuronale, c'est ce qui est basé sur l'exemple. En fait, c'est maintenant, vous avez accès à cette IA-là avec ChatGPT ou d'autres outils qui en fait des IA qui ont la capacité de pouvoir agréger des millions et des milliards d'informations, de pouvoir les traiter et les mélanger et en ressortir un résultat un peu statistique. Donc ça permet de reconnaître, de classifier, de déchiffrer, d'inventer des choses par rapport à des modèles statistiques de données, des livres, des articles, des photos, des images, des vidéos, etc. Après, il y a l'IA procédurale, que nous, on va dire, plutôt c'est des IA, on va dire, liées sur du raisonnement, de la simulation, des équations mathématiques, de la physique, qui sont en fait des solutions qui ont été la collaboration entre les mathématiciens, les physiciens et les personnels de santé. Donc des prothésistes, des dentistes qui vont dire il y a des règles, il faut les appliquer
faut les mettre en équation et il faut se débrouiller pour que ces équations répondent à la majorité des cas cliniques qu'on peut avoir, suivant ce qu'on a appris dans la littérature. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur l'IA neuronale parce que c'est important, parce qu'on y a à peu près tous accès depuis quelques années maintenant, pour vous montrer qu'il faudra faire attention à ce IA, parce qu'en fait, elle est là pour proposer des choses, mais il faut garder à l'idée que la proposition n'est pas toujours celle qu'on pourrait imaginer. Donc là, j'ai pris ChatGPT, je vais prendre autre chose. Il y en a plein en fait. Il y en a des centaines d'outils. Le plus connu, c'est celui-là parce qu'il est accessible à tout le monde. Là, j'ai juste demandé de me proposer un schéma dentaire, en tout cas une illustration de la bouche d'un patient. Donc ça me propose quelque chose. C'est déjà pas mal, hein, je suis balèze. Hein. On me demande juste une phrase sur une image. Je peux lui poser 4 fois la même question, il va me proposer 4 images différentes qui vont plus ou moins se ressembler. Bon, les dents, les racines sont un peu en forme de carotte. Bref, ça me propose quelque chose. Par contre, il manque quand même des dents. Il manque des dents de sagesse au fond. Je vais être basique, dire il me manque des dents. Donc il va me refaire le même genre d'image, mais là, bizarrement, il a mis des dents, mais pas au bon endroit, un peu dans les sinus, et encore moins dans le bon sens. Là. Et là, ce qui est important de voir, c'est que ça vous proposera toujours quelque chose. C'est que derrière, il n'y a pas d'intelligence, en fait, métier. Ça a mangé des quantités astronomiques de données, sans la connaissance a priori de ce qu'il est en train d'analyser, en tout cas utiliser. Et donc, c'est pareil pour du texte, ça peut vous générer un texte qui a ni queue ni tête, ça dépend ce qu'il a mangé en entrée. Et là, il a mis un peu n'importe quoi. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que derrière, quand une IA vous propose une solution, il faut garder votre expertise, votre connaissance. Donc, c'est sûr qu'en tant que, on va dire, adulte, sachant après ce qu'est une bouche, on va savoir qu'il y a des dents, il n'y en a pas là. Mais un enfant qui ne connaît pas ce qu'est une bouche, une dent, il peut dire « Ah, je ne savais pas que les dents poussaient dans la tête, dans ce sens-là. » Voilà. Donc ça, c'est important de garder son expertise, sa connaissance clinique dans la proposition que va vous faire l'outil. Ça peut être pareil pour du juridique, hein, il peut raconter n'importe quoi en juridique, et si vous n'êtes pas avocat, vous allez dire « Mais en fait, ce qu'il lui raconte là, c'est n'importe quoi. » Donc l'expertise, c'est important. Au-delà de l'expertise, il y a autre chose. Il y a aussi, des fois, il y a aussi la manière de le dire. Là, par exemple, je vous demande quel type de classe on a sur les photos. Une image d'Internet, c'est la première que j'ai prise dans la liste sur Google. Il me dit que d'entrée, c'est une classe 1 avec tout l'argumentaire qu'il faut, de façon très précise et concise. C'est tellement bien argumenté qu'on pourrait le croire. Et là, c'est pareil, c'est parce qu'il a mangé des tonnes de données et que, bon, ben, il a juste répété ce qu'il a trouvé sur Internet de façon statistique. Il y a plus souvent des classes 1 que des classes 2, des classes 3, j'en sais rien. Moi, je suis juste là pour vous montrer qu'il faut faire attention à ce qu'on a comme information produite par certaines IA. Il faut qu'elles soient drivées par le métier. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Circle. L'idée, c'est de mixer de l'IA, on va dire neuronale, qui va nous aider à concevoir ou préconcevoir les prothèses, et derrière de l'IA procédurale qui va en fait donner des règles. Donc là, vous avez 2 petits exemples de vidéos. Là, on va dire, c'est un exemple où là, on va dire c'est que l'IA procédurale qui va proposer automatiquement une première estimation de la position des dents dans un partiel. Et à côté, en fait, on a, avec les traits verts, un guidage, des règles qui sont intégrées. On va demander un certain niveau d'occlusion, etc. Donc quand on va déplacer les objets, on va avoir aussi des dents qui vont se reconformer, mais derrière, on va appliquer des règles de conception. Et on peut aller encore plus loin. Là, c'est notre vidéo. On va créer donc, un jumeau numérique du patient par rapport à des données partielles. Donc là, le modèle va s'adapter, il va se conformer à la forme du patient. Et je vais avancer un petit peu pour aller plus vite. Donc, j'ai le modèle complet avec les articulations, les muscles, je peux faire ouvrir, fermer la bouche. Ce qui est intéressant, c'est vers la fin un petit peu. J'avance. Donc là, voilà. Là, je vais avoir la bouche du patient avec une simulation des forces qu'il y a à l'intérieur. On reparle du train atterrissage de l'avion tout à l'heure. Hein. Il faut qu'on se pose correctement sans casser les roues. Et là, je vais modifier juste une dent pour la modifier. Et là, je vais voir que les forces vont se déséquilibrer. Ce qui est important, c'est que quand on fait une prothèse, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ce qui se passe. C'est qu'en fait, si vous asseyez sur un tabouret au milieu, les 3 pieds vont être bien appliqués sur le sol. Si vous asseyez sur le point du tabouret, vous avez toujours 3 pieds, mais vous allez avoir une marque sur la moquette. Et là, c'est pareil. C'est que si on a un décalage quelque part, un mauvais équilibrage au niveau de la prothèse, vous allez avoir des contraintes qui vont se former dans la bouche du patient. Donc, le but du jeu, chez Circle, c'est de développer des solutions qui permettent d'optimiser la forme de la prothèse afin d'équilibrer au mieux la prothèse dans la bouche du patient en intégrant de la simulation, de l'IA, on va dire,
neuronale et de la simulation biomécanique, de l'IA procédurale. Je vais donner un autre exemple avant de terminer. Souvent, dans les caméras optiques, on a donc une clé d'occlusion qui va être enregistrée. Et cette clé d'occlusion, on a toujours une petite incertitude. Quand on regarde les deux modèles, souvent ils sont en interpénétration. Parce que on retourne sur le modèle statique dont je parlais tout à l'heure. Donc les deux objets sont l'un dans l'autre. Et on n'a pas la physique, on n'a pas comment ils se comportent l'un par rapport à l'autre. Là, c'est un exemple un travail qu'on avait fait avec le docteur Dumeni à l'époque sur les problèmes de malocclusion. Et on est parti de la bouche ouverte du patient et on a demandé à nos moteurs de calcul de resimuler la fermeture de la bouche. Donc ça a simulé la fermeture, le glissement, le dérapage et le positionnement, on va dire, réel de la bouche du patient. Et on retourne sur la clé d'occlusion qu'on avait trouvée. Donc si bien que si on a des petites erreurs d'acquisition, la simulation biomécanique va pouvoir corriger l'approche, on va dire, pure de l'acquisition, avec une simulation qui est basée sur l'interaction entre la mandibule et la maxillaire. Donc, je vais terminer par cette slide. Chez Circle, nos solutions, donc, c'est l'IA neuronale, qui est couplée à de l'IA procédurale, mais dans la boucle, il y a toujours le praticien. C'est lui qui est le chef d'orchestre, le décideur final de qu'est-ce qu'il va produire comme prothèse, qu'est-ce qu'il va donner comme information aussi aux praticiens. Et il va juger à chaque fois si on part sur la mauvaise ou la bonne route par rapport à son métier. Et en fait, ces données-là qu'il va produire à la fin, donc une nouvelle prothèse par exemple, ça va être réinjecté dans l'IA neuronale, qui va apprendre de mieux en mieux normalement, à condition toujours qu'on lui mette un peu des œillères pour pas que ça parte n'importe comment avec des dents au mauvais endroit. C'est un peu l'image que j'ai mis à côté. Vous avez souvent cliqué, je pense, sur les feux rouges quand vous étiez sur Internet pour vous enregistrer sur des sites. Ça, en fait, ça a été utilisé pour apprendre à une voiture autonome à conduire toute seule. En fait, c'est nous tous, qui avons appris aux voitures autonomes à conduire toute seule, plus ou moins bien, en cliquant sur les feux rouges. Si vous avez cliqué n'importe où, les voitures, elles iraient n'importe où. Mais bon, sur la majorité des gens, en général, ils cliquent au bon endroit. Et l'IA, elle ne sait pas ce que c'est un feu rouge, elle ne sait pas ce que c'est un feu vert, elle ne sait pas ce que c'est un feu. Elle sait juste qu'il y a plein de gens qui ont cliqué au même endroit, et normalement, ce qui ressemble à un truc jaune avec un truc bleu, un truc vert et un truc rouge au milieu, c'est sûrement un feu rouge ou sûrement un feu vert. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que l'information qu'on va donner à ces IA, il faut qu'elle soit aussi correcte, juste, classifiée, rangée, pour qu'elle soit optimale. Et donc, une fois qu'elles sont bien construites, et nous, c'est ce qu'on fait chez Circle, on les norme par rapport à l'utilisation dans le dentaire, ça permet de faire des logiciels qui sont beaucoup plus performants et qui aident les praticiens, comme Christophe, à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui va vous expliquer maintenant comment ils les utilisent pour ces cas cliniques. Bonjour à tous. Je suis content de partager avec vous cette expérience de 3 ans d'utilisation du logiciel Circle, du développement aussi du logiciel. Je voulais juste commencer par ça. On est prothésiste dentaire, on travaille avec des nouvelles technologies, on s'éclate, c'est vraiment l'éclate totale. Aujourd'hui, on fait des prothèses qui fonctionnent très bien, qui sont des prothèses pour moi intelligentes, faciles à fabriquer, et qui vont toujours dans les bouches des patients. Tout ça grâce à une évolution, je dirais presque une révolution, c'est l'empreinte optique. Bon, cette empreinte optique a mis longtemps à être au point, surtout au niveau de la prothèse amovible, mais aujourd'hui on a des empreintes optiques qui fonctionnent très très bien. On a de très bonnes données qui nous permettent de travailler correctement. Donc on a construit autour de ça un workflow numérique complet. On a l'empreinte, on a une interface qui permet aux dentistes de déposer ces cas sur une interface avec des délais de fabrication qui sont déjà définis par l'interface. C'est-à-dire que si vous me demandez un complet en 3 jours, je ne sais pas faire, vous ne pourrez pas déposer un complet 3 jours après la commande. Moi, il me faut 15 jours pour travailler correctement pour vous délivrer un complet qui fonctionne, par exemple. Donc, les dates de fabrication, c'est immuable, c'est tant de temps de fabrication. C'est pas parce que ça part en Chine, parce qu'on entend ça beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'on a une organisation très précise de fabrication avec du matériel
On a des temps de fabrication qu'on ne veut pas chanter. Et grâce à ça aussi, on a des gens qui travaillent chez nous et qui sont très relax. Si vous venez visiter notre entreprise, les gens n'en reviennent pas parce que c'est calme. Les gens ne sont pas excités, je ne vois pas de gens courir. Et je vois des gens souriants qui sont contents de venir travailler. Ils ne sont pas sous stress. Ensuite, on a un jumeau numérique. Donc ça, le jumeau numérique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les logiciels de modélisation de prothèses amovibles, on a un articulateur. Cet articulateur, c'est un articulateur physique qui a été rentré dans notre logiciel numériquement. Du coup, on reste toujours avec les mêmes données et on fait toujours les mêmes occlusions et on fait toujours les mêmes patients et on fait toujours les mêmes choses que l'on faisait à la main. Nous, on est parti d'une page blanche. Grâce au jumeau numérique, on a rentré un patient dans notre logiciel de modélisation. Et ça fait la différence. Ensuite, on a des process aussi de production. Circuit, ce n'est pas seulement un logiciel de modélisation. C'est aussi quelque chose qui prépare tous les éléments à la fabrication. Si on veut imprimer, on prépare à imprimer. Si on veut usiner, on prépare à usiner. Et tout ça, ça fait la différence aussi avec les autres logiciels. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'échec de production. Et en plus, pour les chirurgiens dentistes, ce qu'on essaye de faire, et qu'on réussit à plus de 90%, c'est une prise d'empreinte, une pose de prothèse. Pas d'essayage, pas d'aller-retour, pas de paquet, pas de choses à désinfecter. Voilà, on gagne beaucoup de temps partout, on libère du temps dans les cabinets qui sont surbookés, et aujourd'hui, les dentistes sont super contents de cette technologie. Voilà une prise de commande, donc là c'est un complet haut et bas. Pour les complets, on part très régulièrement d'anciens complets du patient, qu'on l'on rebase, qu'on l'on enregistre à l'extérieur de la bouche et que l'on met sur notre interface afin de pouvoir réaliser ce cas-là. Si les gens n'ont pas de dents, c'est assez rare aujourd'hui, mais ça arrive, on fait des cires d'occlusion, donc on va passer sur 3 étapes, que l'on rebase au silicone, que l'on règle en bouche et que l'on scanne aussi à l'extérieur de la bouche. Donc on a un objet physique qui nous permet d'enregistrer l'occlusion et qui nous permet d'avoir les bases gingivales parfaites. Ensuite, dans cette interface, on peut aussi déposer d'autres objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, prothésistes, on travaille devant des modèles ou des empreintes. On n'a pas le patient et on est obligé de deviner les choses. Aujourd'hui, on a de la technologie qui n'est pas très chère. Les scans faciaux, on en a à 700 € aujourd'hui sur le marché. On peut scanner la face du patient. On peut scanner une clé qui nous permet de repositionner ce scan. Et grâce à ça, on va avoir le patient qui est à l'intérieur de notre logiciel. Et ça, pour nous, c'est le rêve. On a enfin des indications hyper précises. Lorsque vous avez passé votre commande, on est alerté. On est tout le temps sur notre dashboard. On vérifie ce que vous nous avez envoyé, ce qu'on appelle nous le SAS. C'est-à-dire, immédiatement, il y a quelqu'un qui regarde les données d'entrée qu'on a reçues. Si jamais il y a des erreurs, si jamais il manque des éléments, immédiatement, on refuse le cas, vous recevez un mail. Et le patient peut être encore là. Par exemple, il nous manque une clé d'occlusion. Hop, on vous recevez le mail, vous rappelez le patient, on fait une clé et l'histoire est réglée. Ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir des échecs. Donc, tout ce que vous nous envoyez, on le contrôle. Immédiatement après l'envoi. C'est-à-dire que quand vous faites un cas, 1 minute après, on a tous les fichiers. Ici, pour que vous compreniez bien, c'est un peu l'ensemble de ce dont on a besoin pour travailler avec le logiciel. Donc, le crâne que vous voyez, c'est un crâne qu'on va inventer. Ce n'est pas le crâne du patient, c'est des données qu'on va apporter dans l'empreinte et dans le visage. J'aime bien aussi avoir l'empreinte, le scan facial en 3D, parce que ça nous donne beaucoup d'informations. Sur le centre, sur l'horizontalité, sur les points de repère. Vous verrez après, je vous montrerai. Mais si on n'a pas ça, on est un peu plus dans le vide, on a un peu moins d'informations. Mais on arrive quand même à faire de la prothèse, même si on n'a pas de scan facial. Mais plus on a d'informations, plus on va pouvoir travailler relax. Le logiciel, on parlait d'IA tout à l'heure, pour moi l'IA elle est là pour nous rendre service. Ici, on a des empreintes, des fois il y a des petits trous à l'intérieur, le logiciel va les boucher. On a besoin de lisser, le logiciel va les lisser, en automatique.
On a besoin de retravailler les fichiers parce qu'ils sont trop lourds et vont être trop durs à manipuler dans le logiciel. Le logiciel va les recalculer pour qu'ils soient plus faciles à manipuler. L'IA aussi va nommer automatiquement les fichiers. Si c'est une mandibule, il va dire que c'est une mandibule. Si c'est un maxillaire, il va dire que c'est un maxillaire. Si c'est un auxiliaire de scanner facial, il va le reconnaître automatiquement. Tout ça, on a pu le faire. Ça nous fait gagner énormément de temps. Et vu qu'il sait repérer chacune des pièces, eh bien, il va être capable de toutes les recaler. Ce qui est impossible sur les autres logiciels. Tous les autres logiciels, on doit recaler à la main, approcher, et après, c'est le logiciel qui finit, mais il finit souvent mal, le recalage. On est obligé de revenir manuellement le recaler. Ici, la puissance de notre système, c'est que ça se recale automatiquement. On passe sur un cas d'un compléo EBA provisoire. Donc ici, on a un scan facial. Le logiciel va nous proposer automatiquement des dents à l'intérieur de ce visage et qui vont être aussi logiquement positionnées par rapport aux crêtes et par rapport à la gencive. On a plusieurs formes de dents. Chaque dent est individuelle. On peut les individualiser, faire du montage personnalisé. Et ici, vous voyez un crâne, enfin, des os qui sont apparus, mais ce n'est pas les os du patient. C'est notre articulateur. Et ainsi, on va pouvoir faire mastiquer le patient. Et ce que j'appelle moi rodage de prothèse, c'est-à-dire qu'on va livrer une prothèse avec des dents qui sont adaptées parfaitement au patient. Pour les autres logiciels, souvent, on utilise des dents du commerce qui sont irretouchables, en numérique. On doit les retoucher après à la main. Nous, comme les dents, on les produit sur mesure, on les usine, elles sont parfaitement réglées à l'occlusion, et dans les latéralités, dans les propulsions, tout est rodé. Donc c'est comme si c'était une prothèse du patient qu'il avait porté 3-4 mois. Ben, on livre ça au chirurgien dentiste, il n'y a pratiquement pas de retouche sur nos prothèses. Mais ça, c'est grâce à la simulation qu'Anatoscope a mis au point, il nous a mis à disposition. Ici, on voit que la gencive vient se positionner automatiquement. Elle est assez belle. On peut la retoucher, on peut vérifier les épaisseurs. Aussi, ça c'est important pour nous, tout est calibré pour éviter que les prothèses se cassent. Donc les épaisseurs minimales qui sont données par le fabricant de résine, on les applique au logiciel. Voilà le scan dans le visage du patient. Enfin, pardon, les complets dans le visage du patient. Voilà le résultat en bouche. C'est une personne qui nous a donné l'autorisation de mettre sa photo. De mettre sa photo. Donc voilà, elle était ravie, pose de la prothèse, aucune retouche. Enfin, c'est souvent ce qu'on a comme retour des chirurgiens dentistes, très peu de retouches, patient très confort, et ça fonctionne de suite. Donc, la prothèse amovible n'est plus un problème au cabinet dentaire et au laboratoire de prothèses dentaires. Un autre cas partiel, métallique. Notre société a fait le choix de ne plus utiliser le chrome cobalt. Le chrome cobalt est déclaré cancérigène depuis des années, on continue à l'utiliser. Dans notre laboratoire, on a décidé d'arrêter le chrome cobalt. On ne fait que du titane. Donc voilà les données d'entrée. Donc un scan facial, un maxillaire, une mandibule, une clé occlusale. Vous voyez un petit morceau de nez avec l'intérieur du palais? Ça, c'est une clé qui nous permet, donc c'est avec le scanner intraoral, on prend le palais du patient, on sort du palais, on prend les lèvres, on prend le nez, et c'est ce qui va nous permettre de repositionner correctement le scan facial. Donc c'est une petite aide dont on a besoin. Parce que les scans faciaux ne sont pas assez précis au niveau des dents, donc on ne peut pas recaler sur des dents. On peut recaler que sur une zone dure, et le nez est une zone dure. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, l'IA est venue récupérer toutes les données et toutes les recaler ensemble. Parce qu'un scan facial n'est pas pris en même temps qu'une empreinte optique, du coup on n'est pas dans le même monde. Il faut tout recaler. Et là, notre IA, elle dit, c'est un scan facial, j'ai une clé qui est un nez, je vais venir repositionner mon scan facial. Ensuite, on a la possibilité aussi de venir mettre le centre au centre. Donc on a des axes qui sont dans le logiciel que l'on peut décaler de droite à gauche. Souvent, les patients ils ont des asymétries.
Et grâce à toutes ces courbes que l'on va enregistrer, modifier, on aura la position parfaite de la bouche par rapport à notre articulation. Ici, un petit peu plus gros, donc on voit qu'on peut bouger l'ensemble des modèles, on peut reculer les modèles, on peut augmenter les courbes, on peut monter et descendre dans l'ensemble des modèles. Donc là, on va appeler le scan facial. Grâce au scan facial, on va pouvoir positionner des pointes sous-orbitales qui vont nous donner un plan. Et ensuite, aussi au niveau de l'ATM, on va tirer une ligne de l'ATM jusqu'au bord libre des incisives supérieures et on aura notre autre plan. Grâce à cette étude-là, on va pouvoir décider quel dent on va mettre dans la bouche du patient. Donc ici, encore un petit peu plus gros. Donc on voit dans le scan facial, on a notre jumeau biomécanique qui est en place. Et du coup, maintenant, on va pouvoir concevoir notre prothèse dentaire. Donc ici, étude du modèle. Le logiciel va venir paralléliser notre modèle automatiquement, nous proposer un modèle parallélisé. On peut bien sûr le modifier si on veut. On va voir les rétentions que l'on a pour faire nos crochets. Et si vous voyez aussi, on a le calage du jumeau numérique. Du coup, dans les espaces où les dents sont absentes, on va venir caler des dents à l'intérieur. Si jamais le praticien nous demande de mettre 3 dents et que le jumeau numérique est trop gros pour rentrer à l'intérieur de cet espace-là, on va sortir une dent, on ne mettra plus que 2 dents. Donc ça aussi, c'est intéressant de pouvoir discuter avec le praticien et dire voilà, vous nous avez demandé 3 dents, mais on n'a la place que de 2. Du coup, on va mettre que 2 dents. Donc le réglage du parallélisme et le réglage des dents prothétiques. Donc les dents vont apparaître directement sur la gencive. On voit les points d'impact au plus haut. Donc suivant les couleurs, c'est la puissance de l'impact. Et ici, on va faire mastiquer le patient. Si vous regardez bien la vidéo, c'est un patient qui a des positions de dents quand même assez particulières dans les latéralités. Et nous, on n'a rien enregistré de physique. Ça, c'est quelque chose qu'on a simulé. Mais si on regarde, les passages de latéralité et de propulsion sont parfaits par rapport aux dents qui sont en place. Du coup, ça va venir déformer nos dents prothétiques et les adapter à la bouche du patient. Ici, on voit une ligne rose au niveau des dents, c'est la ligne du collet. Donc cette ligne-là, on a des repères, on va pouvoir l'aligner sur les dents du patient. On va pouvoir faire aussi la longueur de dents qu'on veut, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui perdent beaucoup de muqueuse, du coup on a besoin de dents très longues. On a des gens auxquels on extrait les dents pour faire des provisoires, il y a encore pas mal d'os, donc il faut faire des dents courtes. Grâce au logiciel, on peut s'adapter à toutes les dimensions de dents. C'est pas des dents, ce ne sont que des dents sur mesure. Maintenant, on modélise la plaque titane. Donc l'IA vient nous proposer des grilles, des arrêts de résine. Déjà, nous prépare les choses puisqu'on sait que les dents, elles sont là. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on monte en premier les dents. Du coup, notre châssis va être fabriqué d'après la position des dents. Beaucoup de logiciels, on fabrique le châssis et après on essaie de monter des dents sur le châssis qu'on a fabriqué. Et souvent, on n'est pas très, c'est pas très rigoureux. C'est très important aussi pour nous, c'est le contrôle des épaisseurs. Donc dans le logiciel, on peut contrôler les épaisseurs de métal qu'on a modélisées. S'il y a des endroits où il risque d'y avoir des points de rupture, ben, il suffit de rajouter un peu de matière pour le rendre plus résistant. Donc pour nous, les épaisseurs, on est dans une bonne épaisseur quand on est dans le vert. Voilà, quand on est dans le rouge, on est trop fin. Et dans le bleu, on est au-delà du vert, donc on va surépaissir de trop. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que souvent, on met trop de matière. On va mettre trop d'épaisseur pour être tranquille, on se dit ça ne cassera jamais, mais c'est trop. Parce qu'après, il faut laisser la place pour les dents. Voilà. Et grâce aussi à la mesure qu'on fait, on est sûr de faire un objet qui est résistant et qui n'est pas énorme. Donc voilà, ensuite on modélise la gencive autour des dents. Donc vous comprenez bien, on part d'une empreinte haut et bas et on modélise l'ensemble de la prothèse. C'est-à-dire, on met les dents, on fait le châssis, on fait la gencive. Et à partir de là, on a toutes les données pour fabriquer.
Donc nos dents sont usinées. Chez nous, je sais pas, on fait 300, 350 dents par jour en usinage. On fait 350 modèles aussi d'impression. Et on fait de l'usinage de titane. Pourquoi l'usinage de titane? Pourquoi on a choisi ça? Parce qu'ici, on a notre chercheur qui est ici. Il fait de la recherche sur les matériaux. Pour le moment, c'est le matériau qui est le plus passif, le plus facile aussi à supporter par les patients, et qui est le matériau idéal qu'on a trouvé pour remplacer le chrome cobalt. Bien sûr, il est un peu plus mou, donc on a des profils différents. Voilà, on n'a pas fait ça empiriquement, on a fait des mesures, on a fait des profils spécifiques pour que le titane soit résistant. Au niveau du modèle aussi, ça a l'air de rien, mais avec Fred, on a passé des jours et des jours à faire des modèles qui tiennent la route. Parce qu'une impression 3D, on imprime de la résine, si jamais il y a des petits éléments qui se décrochent du modèle qu'on est en train d'imprimer, ça tombe dans le bac d'impression. Le bac continue à imprimer. On vient comprimer la base du bac et on fout en l'air le bac. Mais ça a l'air de rien, mais un bac c'est 600 € chez nous. Et si on le met à la poubelle, parce qu'on a un petit morceau de résine qui est tombé dedans, c'est la cata. Donc tout ça, on a réfléchi comment on peut faire pour pas qu'il y ait des éléments qui se détachent, pour pas que le modèle se déforme, qui pèse pas aussi un poids énorme parce que la résine c'est cher et sinon ça coûte trop cher. Donc autour de ça aussi, il y a eu beaucoup d'études. Ici, la simulation de ce qu'on fait. Donc on fait un châssis, on fait des dents, on fait un moule et on injecte la résine dans le moule. Ça, c'est notre concept de fabrication. Aujourd'hui, il est un peu modifié, mais ça revient au même, c'est exactement ce qu'on fait. Donc on fait un châssis usiné, des dents usinées, on les met dans un moule, on coule la résine et c'est assemblé. Voilà. Quelque chose aussi qui est très important, c'est le contrôle par comparaison. On a un objet numérique qu'on a modélisé, on a un objet physique qu'on a produit, et on va venir les comparer. On scanne l'objet physique et on le compare aux données numériques et on regarde si on est partout dans le vert. Si jamais on a des décalages, ça on le fait périodiquement dans la prod, on ne scanne pas toutes les prothèses, mais on en scanne certaines. Si jamais il y a un décalage, c'est qu'il y a un problème de production, donc on remonte la chaîne et on essaie de trouver, on trouve l'endroit où on a fait des choses qui ne convenaient pas. Donc ça aussi c'est rassurant pour les praticiens, c'est que nos prothèses sont contrôlées périodiquement. Ici voilà un peu un panel de prothèses qu'on réalise, donc des complets basse titane, des châssis, on fait beaucoup de provisoires aussi en semi-flex, en résine souple. On fait beaucoup d'acétal aussi en provisoire, longue durée pour l'implantologie par exemple. On fait beaucoup de choses. Tout ce qu'on peut faire en prothèse amovible, on le fait. On n'a pas de limite au niveau matériaux et au niveau technologique. Le retour des patients, c'est par rapport par exemple à un châssis titane, c'est beaucoup plus léger en bouche. Donc nous on est 2,5 fois plus léger qu'un chrome cobalt. Donc je sais pas, un châssis je crois que ça fait 2 grammes en moyenne, 2-3 grammes. Donc c'est rien en bouche, ils ne sentent pas. C'est aussi conducteur au niveau de la chaleur. Du coup les patients sentent beaucoup plus la chaleur, le froid, c'est plus conductible. Il y a une absence de goût. Ça aussi, c'est vraiment relevé par les patients. Chrome cobalt, suivant qu'on met dans la bouche, suivant la nourriture qu'on a, on a du goût qui peut s'échapper du chrome cobalt. Et du coup, les patients n'en sont pas confort. Et avec le titane, c'est très passif. D'ailleurs, c'est utilisé en implantologie, c'est pas pour rien. Un confort accru. Aussi, au niveau de ce qu'on fait, on fait des empreintes optiques sur des tissus mous, on ne les compresse pas. On pose des prothèses dessus, du coup, on ne blesse pas le patient. Enfin, moi, quand j'ai fait mes études, on me disait qu'il faut des empreintes compressives, il faut ci, il faut ça. Aujourd'hui, on est en train de prouver que si on n'est pas compressif, on est plus confort en bouche, on a de meilleurs résultats. On a aussi un meilleur effet de succion, par exemple pour les complets basse titane supérieurs. Le titane est en contact directement avec la gencive. Déjà, c'est une épaisseur de 1,2 mm, donc le balai est très fin. En résine, on est à une épaisseur de 2,8. Et la mouillabilité est supérieure du titane permet à la prothèse de tenir beaucoup mieux en bouche.
Et on a une absence de réaction allergique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun patient qui a été diagnostiqué allergique à nos prothèses. En Concovalt, c'est beaucoup plus régulier. Donc une vision qui est devenue réalité. Un Amatoscope, c'est 15 ans de développement. C'est pas quelque chose qui est né il y a 2-3 jours. C'est vraiment des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur la simulation, sur tout ça. Ils nous ont apporté un truc génial. Moi, je rêvais de choses et ils me l'ont apporté. C'est quand même assez sympa. On a des patients qui sont ravis. Donc, les patients ravis, c'est aussi des dentistes ravis. Les dentistes ravis nous envoient des dentistes. Parce qu'ils disent, moi, la prothèse amovible numérique, ça fonctionne. Et du coup, on a de plus en plus de clients qui nous sont envoyés par des dentistes, de nouveaux clients, parce qu'ils ne sont pas embêtés avec les prothèses amovibles en numérique. Et on a des utilisateurs qui sont satisfaits et fidèles. Bon. En 2 ans et demi, parce que ça fait plus de 3 ans qu'on existe, mais on a fait beaucoup de R&D pendant 1 an. Donc on est à 250 000 prothèses posées. On travaille avec plus de 200 chirurgiens dentistes. On a une croissance de 86% par mois. Non, par mois, par an. Combien 86%, c'est quoi par an? Par an. Et surtout, moi, c'est en tant que vieux prothésiste bientôt à la retraite, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'on a 99,7% de prothèses qui sont posées lors du 2e rendez-vous. Et c'est énorme. En prothèse amovible aujourd'hui, c'est 30% d'échecs en manuel. D'échecs, on s'engueule avec les praticiens parce qu'on dit c'est toi, c'est moi, c'est ci, c'est là, nanana. Ça met une ambiance nulle. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'avoir des prothèses qui fonctionnent très bien, des gens qui sont satisfaits. Et surtout, quand vous avez une prothèse à poser, vous êtes sûr que la prothèse va aller. Et ça, c'est quelque chose au niveau du stress qui est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on développe des gammes complémentaires. Donc, on fait la prothèse amovible, on fait le dentoporté, on fait l'implantoporté, des gouttières, des bases occlusales. Donc, vous voyez qu'on est en train d'ouvrir le panel de fabrication des produits pour répondre aux besoins des cabinets dentaires. Et je vous remercie.